Nous vous remercions avec Gérard. Nous sommes très contents d'être là. Pourquoi? Nous sommes à l'université, ça rappelle de très belles années. Et donc merci aux responsables de l'université, merci aux deux précédents orateurs, parce que là du coup, moi j'ai appris, on s'enrichit toujours, et les étudiants retenaient qu'il faut toujours apprendre. Et on en apprend tous les jours. Mais il y a un effet dans cette salle que je trouve très très important, c'est qu'il y a beaucoup de territoriaux. Il y a énormément de territoriaux dans cette salle. Et j'ai l'impression, sans les connaître, que nos collègues de la Chambre régionale sont aussi bien représentés. Donc j'espère que tout à l'heure, nous allons pouvoir discuter entre collègues, entre amis. Toutefois, nous, notre présentation, on va essayer de détonner un petit peu. Vous nous en excuserez, il n'y a rien de malveillant là-dedans. Au contraire, c'est de la maïeutique socratique. On essaye de sortir du grain en moudre, tous ensemble, et voir comment, aujourd'hui, nous pourrons évoluer de manière partenariale. Il y a un élément, tout le monde doit avoir été, marqué par ce qui s'est passé hier à Paris. Notre-Dame. Notre-Dame s'effondre sous le feu. Eh bien, heureusement qu'on est dans un pays de droit, qu'on a des contrôles, des vérifications, un cadre. Mais malgré tout ça, il y a toujours des accidents. Donc restons humbles. Nous, les territoriaux, on a besoin de garde-fous, on a besoin de votre regard aiguisé, et c'est de ça dont on va parler. Mais il faut aussi savoir que nous aussi, on a un petit peu grandi. Voilà, ça sera le fond de nos échanges. Donc depuis 1983, les CRC ont cette mission de venir nous contrôler, nous les collectivités, qui existions déjà, mais on était dans la chrysalide. À partir de 82-83, les lois de décentralisation, nous devenions donc des papillons avec ce fameux article 72 de la Constitution, la libre administration, mais dans le cadre de la loi. Et c'est bien dans c'est bien dans ce cadre-là qu'on s'inscrit, nous. Sachez qu'on a atteint une certaine maturité dans les collectivités. Il y a beaucoup d'expertise, il y a beaucoup de personnes investies et qui, tous les jours, vont vérifier et font de la veille réglementaire sur les textes. Donc à ce propos-là, je pense qu'on les lit tous de la même manière. Mais nous sommes sur les territoires. Alors, beaucoup d'élus estiment que l'existence même des CRC contribue à l'amélioration de la qualité de nos comptes. Ce que je trouve dommage, vous avez un directeur des finances ici, en la présence de Gérard. Moi, je représente mes collègues ici présents, directeurs généraux des services. Peut-être qu'un élu aurait pu être présent avec nous, on aurait pu faire quelque chose à trois. Et je crois que dans une collectivité, les meilleurs amis de la Chambre régionale, du comptable, c'est le directeur des finances et le directeur général des services. Après, on a des collègues qui sont dans des métiers, dans des réalités où il y a d'autres impératifs, d'autres nécessités, notamment par rapport à notre population. Donc, oui, on s'adapte, nous, au contrôle de la Chambre, puisqu'il y a des évolutions législatives, elles ont été notées tout à l'heure, notamment à travers la loi NOTRe, qui vient de manière conséquente nous imposer, en tout cas, d'assurer une communication, d'assurer un suivi et une traçabilité entre les observations faites et les mesures que nous entendons entreprendre pour pallier ces manquements. Et voilà, donc cette loi NOTRe vient renforcer nos obligations en matière de communication sur la santé financière, mais également sur les mesures qu'on doit amener en correction. Donc aussi, ce qui hier était une contrainte avec peu de conséquences pour les collectivités devient aujourd'hui une opportunité, alors même que les obligations qui pèsent sur le secteur local sont augmentées. Je m'explique. C'était une contrainte de voir venir la Chambre auparavant. C'était des collègues qui me disaient tout à l'heure, mais c'est peut-être le bon Dieu qui arrive, ça désarçonnait les services. Aujourd'hui, on vous accueille avec beaucoup plus de sérénité. Mais dans le même temps, notre relation à la politique publique est beaucoup plus complexe parce que la population a des exigences de plus en plus renforcées et les ressources qui sont les nôtres, elles se tarissent, on pourra en discuter. Donc ce rapport est regardé comme une feuille de route pour la conduite du changement qui est devenu nécessaire pour les élus avant tout, puisqu'ils ont un mandat, leur temporalité elle est réduite, elle est de 6 ans, mais aussi pour nous, administration, qui n'aimons pas qu'on vienne nous dire qu'on fait mal le travail, alors que dans notre ADN, on est censé à la fois respecter la loi, respecter les deniers publics.
Mais face à nous se trouve la demande sociale. Et c'est parfois le cadre dans lequel les injonctions contradictoires font face à nous. Ce n'est pas par malveillance, manque de volonté, que nous sommes parfois contraints à certaines irrégularités. C'est parfois pour corriger des inégalités sociales. On voit bien à La Réunion avec ces fameux contrats permanents, parce qu'on n'a pas les moyens de les intégrer en tant qu'agents territoriaux, puisque ça demanderait une rémunération. Par contre, on ouvre de l'emploi de manière pérenne à des gens qui ont besoin d'un métier pour vivre. Alors, nous, notre propos, donc ce contrôle entre opportunités et contraintes, il faut le situer en fait à un moment où le paradigme va changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vieille règle napoléonienne qui voulait qu'on soit dans la séparation de l'ordonnateur et du comptable de manière stricte et de manière physique, aujourd'hui, avec les moyens modernes, avec la technologie, tout ça semble un petit peu poussiéreux, puisqu'aujourd'hui, on a des transferts via le PSV2. On nous demande de plus en plus de renvoyer les informations sur des formats informatiques avec des outils qui sont en bout de chaîne et qui contrôlent à la place des personnes, ce qui peut nous attrister, en tout cas la qualité de nos comptes et nos équilibres. Et bien dans ce contexte-là, on voit se profiler l'idée de compte financier unique. Ce qui veut dire demain, on n'est plus en compte administratif, plus en compte de gestion, mais un compte financier unique. Dans la même idée, et ici à La Réunion, 2 collectivités sont pilotes, on nous parle aussi de certification des comptes. C'est-à-dire qu'on rentrerait à l'image du privé dans une relation où peut-être demain, on paiera quelqu'un pour venir certifier nos comptes et nous donner notre triple A. J'espère que toutes les collectivités de La Réunion l'auront. Pour pouvoir avancer. Donc ce contexte-là, il faut l'intégrer en tout cas dans cette relation que nous devons asseoir ensemble et privilégier la notion de partenariat. Je laisse la parole à mon collègue. Merci, Monsieur Hamadi. Donc on parle aujourd'hui du contrôle de la gestion des collectivités. Oups, pardon. Voilà. Donc il faut savoir que la réalité d'un service de finance ou d'une direction RH ou enfin, d'un service administratif d'une collectivité en général, le contrôle de la gestion de la Chambre générale des comptes fait partie des nombreux contrôles auxquels on peut être soumis. On a classé, enfin, vous voyez en haut, le contrôle des organismes sociaux, qui, dans la salle, dans les territoriaux, ont connu un contrôle URSSAF, peut témoigner qu'un contrôle URSSAF peut être beaucoup plus traumatisant qu'un contrôle de la CRC. La CAF aussi, qui peut exercer des contrôles sur le financement des prestations sociales en restauration scolaire ou en périscolaire. Ensuite, on a le contrôle étatique, donc le contrôle budgétaire d'une part, le contrôle d'égalité d'autre part, mais qui, à contrario de la Chambre générale des comptes, où on le voit, brasse un maximum de compétences. Le contrôle budgétaire et le contrôle de légalité contrôlent à un moment donné un acte donné. C'est-à-dire que le contrôle de légalité n'a pas forcément la vision d'ensemble que peut avoir la Chambre générale des comptes. Nous avons aussi des partenaires financiers, donc principalement des banques ou des financeurs, qui exercent un certain contrôle, qui peut s'appeler notation, avec qui on peut signer des contrats d'objectifs, donc avec des objectifs, qui dit objectif dit contrôle du respect de ces objectifs. Nous avons l'Europe, donc, qui a renforcé considérablement ses contrôles sur toute l'utilisation des fonds européens. On a un contrôle démocratique exercé principalement donc, en conseil municipal par des élus de l'opposition. Et ce que j'ai qualifié un peu prématurément de contrôle citoyen, donc en écho à ce que disait M. Bizel ce matin, les événements récents, les Gilets jaunes, donc amorcent, en tout cas donnent du sens à ce que beaucoup d'élus nouvellement élus en 2014 ont voulu appeler ça participation citoyenne. Aujourd'hui, on parle de participation citoyenne. Donc on reviendra par la suite sur ce que ça peut être cette participation citoyenne et quels éléments, enfin en tout cas quelle communication et quelle transparence ça a besoin pour exister.
Sur les contrôles, c'était à peu près tout ce que je voulais préciser. C'était que vraiment la Chambre régionale des comptes donc, intervient sur tous ces domaines, sur tous ces champs de compétences. Et ce contrôle est de fait l'un des plus pertinents. Donc, cette pertinence, quand elle est perçue comme pertinente, c'est-à-dire plus une observation, plus des recommandations seront pertinentes, plus la collectivité contrôlée aura le sentiment de bénéficier d'un audit gratuit. C'est-à-dire quand c'est bien fait, comme disait M. Hamadi tout à l'heure, ça devient une feuille de route. C'est-à-dire que ça souligne nos faiblesses, nos singularités, et ça devient du coup un vrai document de travail. M. Hamadi. Merci Gérard. Alors, bien sûr, pour pouvoir intervenir aujourd'hui sans être universitaire expert ou en tout cas magistrat, en tant qu'agent territorial qui vit une expérience totalement singulière, il m'a semblé utile de discuter un petit peu avec les collègues qui ont les mêmes fonctions, les fonctions de direction ou de direction des finances ou direction générale ou direction générale adjointe ressources, pour échanger un petit peu sur comment nous, on perçoit cette histoire de contrôle de la CRC. Et il y a un collègue qui est ici présent, Aldo Miquel, me dit « c'est un audit gratuit ». Ça, c'est très bien ça. C'est un audit gratuit avant tout. Et on sait bien que la finalité poursuivie par les CRC n'est pas de porter un jugement moral ni politique. Ça c'est dit. Maintenant, on dit qu'il n'y a pas de jugement d'opportunité. Mais on voit bien que des fois, c'est un peu compliqué. En tout cas, cette mission non juridictionnelle des CRC donc, se borne à se prononcer sur la régularité des opérations et l'économie des moyens employés. On est presque dans l'évaluation des politiques publiques. Ce contrôle ne devrait pas du tout porter sur l'opportunité. On cherche a priori à nous aider, nous inciter à améliorer notre gestion, en tout cas, tout au moins, se conformer au droit afin de prévenir toutes les sanctions qui ont été présentées en amont. Pour autant, nous ne rentrons pas dans le champ de l'évaluation des politiques publiques, comme cela est le cas au plan national. Au niveau local, on est presque à la limite. Des fois, on a faim, on aimerait se dire « mais qu'est-ce qu'ils ont voulu dire par là ?» Mais on ne va pas jusqu'à l'évaluation des politiques publiques. Mais dans les observations qui nous sont faites, dans cet audit gratuit, parfois, malheureusement, ça va très loin. Ça va parfois jusqu'à des jugements d'opportunité. Il y en a. Moi, je vois par exemple dans un rapport, là, oui, une collectivité qui choisit de favoriser les produits locaux dans l'alimentation des marmailles, donc c'est une décision politique. Et là, le commentaire, c'est de dire « ouais, mais c'est pas parce que c'est de la production locale que les qualités nutritionnelles sont là. » Ok, alors de quoi on parle? Quand on parle de la production locale, on parle d'un ancrage territorial, on parle d'une vraie dynamique politique à vouloir faire que les producteurs de la Réunion puissent écouler leur production localement. Et c'est aussi une éducation sur notre identité créole pour nos marmailles. Donc il y a un vrai sens politique derrière ça. Donc voir dans un rapport, ok, les qualités nutritionnelles. Mais évidemment, derrière ça, lorsqu'on fait ce choix, il y a des précautions à prendre en matière de diététique. Et on est surveillé à cet effet. Et l'ARS, si on dérape, pourrait nous invectiver. Là, je trouve que c'est quand même un jugement d'opportunité. Il y en a, là, c'est juste un petit exemple qui est pas dramatique, mais qui montre bien qu'on est parfois à la lisière. Et donc, ce contrôle peut porter des fois en dehors du champ d'investigation, donc a priori de la Chambre, et d'où les perceptions contrastées que je vais évoquer là maintenant de nos collègues. Alors, excusez-moi, parfois c'est un peu provocateur, mais l'idée c'est que, justement, puisqu'on a autant de territoriaux dans cette salle, il y ait tout à l'heure, dans les commentaires et les questions, une caisse de résonance qui puisse permettre à ce qu'on se mette à faire un travail, mais partenarial avec l'institution, même si chacun reste évidemment dans son rôle. Perception constructive, il y en a énormément, je vais peut-être rentrer dans ce rang-là.
Il y a des perceptions où on pense que le contrôle est très intrusif et mal orienté. Et il y a des perceptions où on dit que en fait, le contrôle refuse de voir le fond du problème, qu'il y a des formes de déni. Et aussi, la question qui se pose, c'est celle de l'intérêt. Alors donc, les observations de la CRC, aussi pétries de bonnes intentions, elles suscitent des réactions donc contrastées. Et cela va donc de cette simple interrogation quant à l'utilité même du contrôle, de ses impacts réels. Et je suis désolé pour les collègues de la Chambre, hein, mais c'est des questions que les territoriaux se posent légitimement. Les collègues de la Chambre, eux, ont la conviction, bien sûr, d'assurer un service public salvateur. Et heureusement, il faut que chacun ait des convictions. Par contre, il faut qu'on se comprenne et qu'il y ait de l'empathie entre nous. Donc, à une forme d'ingérence dans les affaires de la collectivité qui, a priori, connaît mieux son territoire et les besoins de sa population. Nous sommes les experts de nos territoires et on n'aime pas voir des gens venir nous dire comment faire, etc. Même s'il le faut, bien sûr. En effet, qui mieux que le cadre territorial contraint à la quadrature du cercle peut porter une analyse sur le bien fondé d'une action, d'une pratique ou d'une orientation. Lui qui quotidiennement doit jongler entre une demande politique légitime, pour répondre bien sûr à un besoin de la population, il n'y a que ça, on est d'accord, et c'est de ça qu'on en parle, le reste, article 40, etc., ce n'est pas notre souci, qui a des ressources qui se tarissent, et qui doit faire face à une demande sociale de plus en plus exigeante. Mon collègue évoquait tout à l'heure la problématique des gilets jaunes. Comment fait-on pour intégrer cette demande sociale avec l'arsenal qui existe aujourd'hui? C'est très difficile. Parfois, nous, les territoriaux, nous sommes des surfeurs sur la vague. Nous sommes à la lisière de la légalité, pas par choix, mais c'est pour arriver à apporter des réponses. Nous optimisons, nous ne pouvons pas maximiser entre la contrainte réglementaire, la demande politique légitime, parce qu'on est en démocratie, pas en technocratie, et le besoin de la population en face de nous, eh bien, il faut qu'on arrive à trouver des côtes mal taillées pour, au quotidien, remplir nos missions. C'est essentiel, on y croit nous aussi, on y croit fortement. Il y a aussi donc une perception très positive des cadres territoriaux. C'est cette perception-là à laquelle moi je m'associe de toutes les façons, même s'il faut s'interroger, interroger les autres, s'interroger soi-même, puisque du coup on est quand même très responsable dans ce contrôle. Et on voit dans ce contrôle un ultime espoir pour se faire entendre parfois. Je vois les directeurs des finances, ils sont contents quand la Chambre est passée. Ils ont vécu un très mauvais moment, mais alors me disait MADF, en tout cas dans ma collectivité, eh ben moi, hormis tout ce qui est un petit peu réglementaire qu'il faut faire vite parce que voilà, mais tout le reste, c'est ma feuille de route. Je veux pouvoir, en tout cas, légitimer auprès de l'autorité, même si l'autorité elle-même entend très bien et comprend très bien. On n'a pas les mêmes autorités, mais en tout cas, dans notre contexte, c'est bon. Mais la difficulté que nous rencontrons tous, c'est les collègues qui sont dans l'opérationnel, qui ont du mal, eux, avoir l'intérêt d'être dans les clous, dans le cadre. C'est comme si vous allez dans un hôpital, que vous dites au médecin, eh bien, écoutez, vous allez devoir arrêter de faire des urgences 24 heures sur 24, parce qu'il y a un problème d'illégalité sur la gestion RH, etc. Non, l'urgentiste ne comprendra pas. Donc c'est chercher à concilier la contrainte qui s'impose à nous pour exercer nos missions et la contrainte réglementaire. C'est le travail des territoriaux au quotidien. Donc, là où réside donc tout l'enjeu d'une vraie réflexion autour de la qualité du contrôle, nos DG, nos directeurs de finances sont donc arrivés à maturité en matière de gestion locale et par conséquent, la manière de nous appréhender, la manière d'exercer ce contrôle doit aussi évoluer vers une pratique où les rapports qui en résultent sont non dans la verticalité, mais plutôt dans une relation transversale, même si, encore une fois, chacun doit rester dans son rôle. Mais on vous fait confiance. Tout à l'heure, il y a un concept qui dit un tiers de confiance. C'est bien, la Chambre régionale est bien un tiers de confiance. Mais tout tiers de confiance qu'est la Chambre régionale, il faut qu'elle apprenne aussi à nous faire confiance a priori. Après,
on n'est pas parfait. Il y a des intentions derrière ce qu'on fait. Parfois, on est très maladroit. Parfois, de manière intentionnelle, on peut faire des choses qui ne sont pas acceptables, mais dans la globalité, et les statistiques qui ont été présentées tout à l'heure démontrent bien qu'on a atteint, en tout cas à l'acte 3 de la décentralisation, une grande maturité dans la gestion locale. J'ai vu une étude à une époque qui disait que si les entreprises du CAC 40, de l'international, géraient comme nous, les territoriaux, nous gérons nos territoires, il n'y aurait pas eu de crise en 89. En 2009, pardon. Excusez-moi, je suis remonté trop loin. Eh bien, j'ai trouvé ça intéressant. Si on gérait de la même manière, si on était dans la quadrature du cercle, dans l'optimisation entre une commande politique, la réglementation et les moyens alloués, eh bien, il n'y aurait pas eu de crise. Donc, je crois que les territoriaux, on n'a pas du tout à rougir de la gestion que nous faisons au quotidien. Eh bien, on va parler de conduite du changement, peut-être, Gérard? Oui, non. Pour rebondir sur ce que disait M. Hamadi, si tu avais fini par le... Oui, non, c'est pas grave. Ça me reviendra. Donc, quand on parle conduite de changement, en matière de contrôle de Chambre générale des comptes, moi j'ai jugé utile de faire un rapprochement entre conduite de changement et temporalité. La temporalité politique d'une collectivité, c'est en gros 6 ans, en tout cas officiellement. Certains font 2 ou 3 mandats, mais on va partir d'une temporalité de 6 ans. On a une temporalité administrative. Donc, cette temporalité administrative, elle est indéterminée, donc forcément. Elle est indéterminée et je pense qu'il y en aurait 2. Enfin, il y a la temporalité, c'est-à-dire le vécu d'une équipe administrative, et ensuite la temporalité d'un directeur financier ou enfin, d'un cadre, tel qu'il soit, qui n'est pas forcément... Voilà, antérieurement, il y avait quand même une certaine sédentarité dans la fonction publique territoriale, c'est-à-dire que les personnes commençaient leur carrière et terminaient leur carrière dans les mêmes collectivités. Donc, les mouvements actuels qu'on connaît, moi personnellement, j'ai fait 5 collectivités différentes, donc je peux témoigner qu'une carrière, c'est pas une commune, loin de là. Donc, cette temporalité-là aussi, elle est à prendre en compte, on le verra tout à l'heure, pour cette conduite de changement. Ensuite, on a la temporalité de la procédure. Pour les communes de La Réunion, grosso modo, je pense qu'un contrôle doit intervenir tous les 5 à 8 ans. Pour une durée de contrôle de 1 à 2 ans, sachant que maintenant, on a l'année de retour des suivis de recommandations qui vient s'ajouter. Donc, en gros, un contrôle dure un demi-mandat. Donc, théoriquement, on pourrait avoir 2 contrôles dans un mandat. Sauf que je pense que ça sera techniquement pas possible. Ce que je veux dire par là, c'est que les temporalités peuvent converger. C'est-à-dire que l'ensemble de ces temporalités ne doivent pas être un obstacle au suivi des recommandations. Donc ça, c'était la partie positive. Une des préoccupations des directeurs financiers en matière de contrôle de la Chambre générale des comptes, une question qui revient, c'est quand est-ce qu'aura lieu mon prochain contrôle? Quand est-ce que la Chambre générale des comptes viendra prochainement? Donc on ne peut pas le prévoir. Une présidente de la Chambre générale des comptes de Bretagne a dit ceci à une interview: si on veut voir la situation réelle, il ne faut pas qu'elle soit prévenue. C'est ce qu'on disait, donc on est bien dans les termes de contrôle. Donc si nous ne pouvons pas savoir à l'avance, sauf cas particulier, parce qu'il peut arriver que la collectivité demande d'elle-même un contrôle, nous pouvons considérer qu'une période contrôlée couvre en moyenne la durée d'un mandat. Ce laps de temps est suffisamment long pour permettre à la collectivité donc, de mettre en œuvre ses recommandations. Pourtant, en tout cas on va dire sur les 20 dernières années, les rapports se sont suivis et le nombre de recommandations revenait sans cesse, au bout de 2, 3 rapports. Je ne pense pas que ce soit de la mauvaise volonté des collectivités de ne pas avoir suivi ces recommandations, mais je pense que les manquements soulignés par la Chambre générale des comptes ne trouvent pas d'écho auprès de la collectivité. La collectivité, elle a une réalité, il y a la légalité des choses, il y a la régularité des choses, il y a la sincérité des comptes, enfin voilà, il y a tous les principes budgétaires, mais ça suppose aussi un certain nombre de moyens, donc moyens techniques, moyens humains,
Si on doit citer un exemple qui a été cité tout à l'heure, l'exhaustivité du patrimoine, l'inventaire du patrimoine, ne pas connaître la valeur exacte de son patrimoine, ça n'empêche pas de recevoir les enfants à l'école, ça n'empêche pas de donner des repas aux enfants, voilà, ça n'empêche pas le fonctionnement quotidien d'une collectivité. C'est pour ça, je pense que, en tout cas dans toutes les collectivités où je suis passé, cette exhaustivité, cette connaissance exhaustive de son patrimoine n'était pas parmi les priorités quotidiennes des services. Donc on verra tout à l'heure que c'est une attitude quand même qui tend à changer, puisque... Ah oui, c'est plus facile comme ça. C'est une attitude, oui, qui tend à changer, non pas parce qu'on a enfin pris conscience, mais surtout parce qu'on est contraint. Donc on a parlé tout à l'heure de la loi NOTRe, donc, dont un des principaux apports, c'était l'obligation faite aux collectivités, un an après, de faire savoir les actions qui ont été mises en œuvre. Donc aujourd'hui, un an après, ce que peut dire la collectivité, finalement, sera apprécié que, on va dire, 4, 5 ou 6 ans plus tard au prochain contrôle. Donc ça peut s'apparenter aujourd'hui à un joli paquet cadeau avec une liste de bonnes intentions. Donc la question est, est-ce qu'il ne manque pas une étape intermédiaire donc, entre cette communication de la collectivité et le prochain contrôle? Donc c'est là où on discutera après entre l'évolution que pourrait avoir ce contrôle. Voilà. Donc sur l'évolution des enjeux, donc on a parlé de conduite du changement. La conduite de changement, elle est aussi liée à l'évolution des enjeux. Donc on a tous, entre guillemets, subi la loi de programmation des finances publiques de 2018 à 2022 qui place les collectivités territoriales, enfin, et plus largement les administrations publiques locales, au centre du rétablissement ou de la résorption du déficit public. Ce qui fait qu'en fait, c'est un poids supplémentaire donc, qui pèse sur nous. Et ça va donner d'autant plus d'objectivité et ça va demander, enfin en tout cas la demande des collectivités vis-à-vis des contrôles de la Chambre générale des comptes, ça serait d'être beaucoup plus dans l'accompagnement avec la vision d'expert que peut avoir une Chambre générale des comptes que dans le contrôle pur et dur. Voilà. Donc la communication financière, au niveau de la transparence, la communication financière, quelles que soient les collectivités, ça reste quand même relativement succinct. Il est difficile aujourd'hui de communiquer sur un budget primitif. On a l'obligation de le mettre sur notre site internet quand on en a un. C'est également valable pour le rapport d'orientation budgétaire, mais toute cette communication financière aujourd'hui s'adresse principalement à un public connaisseur et intéressé. Donc il faut les deux conditions, être connaisseur et être intéressé. Et je pense qu'il y a en fait sur ce domaine-là, sur le domaine de la communication financière, un gros travail et concerté entre la Chambre générale des comptes et les collectivités. Je m'explique. On voit parfois des articles de presse sur un extrait, sur une recommandation, une remarque faite dans un rapport, et avec le moyen de communication actuel, la rapidité des transmissions d'informations, les réseaux sociaux, etc., ça peut prendre une ampleur considérable. Donc, malheureusement, ça reste pour l'instant, enfin malheureusement, heureusement, ça reste plutôt à la marge. Donc l'idée, ça serait, quand la Chambre générale des comptes a remis un rapport définitif à la collectivité, donc ce rapport définitif, normalement, comprend aussi une réponse de la collectivité aux observations. Donc ce document, il est disponible sur Internet, tout le monde peut le consulter, mais est-ce qu'il est accessible? Donc on a parlé tout à l'heure de la participation citoyenne. Moi, il ne me semble pas que la participation citoyenne, avec la transparence financière que nous connaissons aujourd'hui, ait des chances de naître. Donc, voilà, donc l'idée, ça serait que ça soit au niveau de la Chambre générale des comptes qu'au niveau de la collectivité, qu'il y ait une vulgarisation donc, de la communication financière et surtout qu'il n'y ait pas de discours, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas
un article de presse donc, qui relève un élément parfois insignifiant d'un rapport. Je vais prendre un exemple tout bête. Des dépenses de fêtes et cérémonies ont augmenté de 400%. Oui, elles sont passées de 5 000 à 20 000 euros, mais elles ont augmenté de 400%, on ne peut pas le nier. Mais 5 000 euros sur un budget de 60 millions. Donc, voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis que l'impact d'une information, d'un article de presse, etc., peut prendre une ampleur inconsidérée. Donc l'idée de cette communication, de cette vulgarisation de communication financière, sur la base d'un même discours, d'une même analyse, d'une même conclusion entre la Chambre générale des comptes et les collectivités. Ça serait déjà une base de travail, de partenariat, de collaboration. Donc, on va enchaîner. Et il faut conclure, je pense, c'est ça. Donc, sur les perspectives. Donc, l'évaluation, on en a parlé. Ça fait partie du rôle de la Chambre régionale des comptes dans son contrôle. Mais je pense qu'elle n'est pas forcément aujourd'hui encore perçue comme une évaluation. Je pense que là-dessus aussi, on a un peu des difficultés à juger ce qui est de l'évaluation. Un paradoxe, c'est qu'on dit que la Chambre générale des comptes ne juge pas l'opportunité. Mais par contre, elle va évaluer les conséquences. Alors comment on peut parler des conséquences d'un choix, d'une action politique, surtout quand les conséquences sont désastreuses, sans remettre en cause l'opportunité de lancement de cette action. Donc c'est là où on parlait un peu d'hypocrisie. Je pense que c'est un peu lié à cette perception, nous, qu'on a. Quand on nous parle, on ne juge pas l'opportunité. En fait, c'est pas si simple. Donc le contrôle, à proprement parler, je pense qu'il est plus que nécessaire. Donc pour le respect d'une démocratie, là-dessus, il n'y a aucun doute. Donc qu'elle soit un rappel de bonne conduite, des recommandations, des alertes sur les risques. Une mission d'évaluation, donc je pense qu'il ne pas juger l'opportunité, mais les conséquences de celle-ci. Je pense qu'il ne faut pas... moi je ne m'offusque pas à ce qu'on juge qu'une action n'ait pas porté ses fruits et que finalement, elle n'était pas opportune. C'est ce qu'on fait, nous, en matière de contrôle de gestion, en interne. Une vision extérieure sur ce domaine-là, ça ne me choque pas et je la vois plutôt d'un bon œil. Ensuite, la mission de conseil, donc c'est vraiment là-dessus où je pense que le plus gros du travail est à effectuer. Entre deux contrôles, donc on a vu qu'il peut se passer entre 5 et 8 ans. Entre-temps, on fait quoi? Entre-temps, les bons élèves auront suivi, auront travaillé, et les bons élèves aussi qui auront les moyens humains et matériels de mettre en place le suivi des recommandations. Mais je pense que ce n'est pas la majorité des communes. Et la majorité des communes, à un moment, effectivement, ça serait bien qu'on parle de sachant à sachant et qu'il y ait un réel échange, un réel partenariat. Et je pense que du côté de la Chambre, autant du côté de la Chambre que du côté de la collectivité, ça sera vraiment un enrichissement. Je ne vois pas d'autres mots. Merci Gérard. En tout cas, pour finir sur une note très positive vis-à-vis de nos collègues des chambres, on vous rassure, hein, le rapport est un support important de la conduite du changement. C'est très important qu'on ait ce type d'outillage pour pouvoir avancer, mettre en perspective les équipes et se challenger un petit peu, pour utiliser un anglicisme. Ça permet en même temps de définir donc une feuille de route, ça permet aussi de mettre en place une stratégie pour assurer un contrôle de gestion interne, comme l'évoquait Gérard. En même temps, la perception d'un directeur des finances, elle est très claire, il est très content, lui. Mais le DGS, lui, il est des fois dans une position qui est un peu plus compliquée quand même. Parce que ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est quoi? C'est nécessité oblige. Nos élus sont à l'écoute d'une population sur nos territoires tous les jours. Ils formulent des demandes. Notre rôle, en tant qu'agent public, c'est bien sûr, dans la mesure où l'ordre n'est pas manifestement illégal, il ne remet pas en question l'intérêt général et compagnie, tous les territoriaux le savent, tous les fonctionnaires, excusez-moi, même les universitaires aussi, c'est eux qui l'apprennent aux étudiants, et apprenez-leur cette idée que, oui, si l'ordre
n'est pas manifestement illégal et de nature à compromettre l'intérêt général, on ne peut pas le botter en touche comme ça. Ça fait partie de nos contraintes. Donc on est dans un cadre où il y a plusieurs contraintes. Il n'y a pas de vérité, il y en a plusieurs. Et c'est ça notre boulot au quotidien. Donc le contrôle de la Chambre, c'est aussi un outil de référence, de communication interne, externe. Il permet aussi d'asseoir le dialogue social. Aujourd'hui, Madame le procureur financier nous disait que, je crois que c'est une mesure nationale, c'est un secret pour personne, sont ciblés aujourd'hui les 1607 heures dans les collectivités, où là, on peut reconnaître, plaider coupable, on a tous eu des défauts à ce niveau-là. Non pas intentionnels, mais imaginez dans les écoles, comment on arrive à faire les 35 heures au personnel des écoles qui vit au rythme des enseignants, prenant des vacances tous les 2 mois, etc., etc. Très complexe. On s'est malgré tout attelé à la tâche, on y travaille, on imagine et on trouve des solutions. D'accord ? Donc les 1607 heures sont un bel exemple, parce que c'est une campagne nationale, elle a été lancée. On nous demande de répondre, on répond. Et pour dialoguer avec les instances syndicales, eh bien, on n'arrive pas comme ça. Comment on change ce qui a toujours été ? Ouais, mais ça a toujours été comme ça, on était bien, je ne comprends pas, moi, pourquoi on change aujourd'hui. Si, parce qu'il y a la loi, il y a la règle, et on nous la rappelle. Donc, c'est un outil qui nous aide. Parce que dans nos territoires, nos missions, surtout lorsque vous avez la clause générale de compétences, comme dans une commune, vous avez divers métiers, divers niveaux de connaissances, et les gens ne sont pas toujours au fait, même s'ils devraient l'être, un tant soit peu, de toute la réglementation. Et donc, c'est un outil de référence pour nous, ce contrôle. Ne nous éloignons pas de cette idée que c'est un outil de référence important. Mais pour rejoindre mon collègue, nous sommes aujourd'hui à maturité et donc nous devons évoluer dans ces échanges, puisque de toute façon, la loi, les mutations qui se profilent nous amènent à être nous-mêmes responsables de tout. Un gros transfert de compétences, de moyens et de responsabilités qui va s'imposer à nous. Bien sûr, il faut garder les garde-fous. Vous êtes les garde-fous, on l'accepte, c'est normal, c'est très bien. Nous sommes en démocratie et c'est une assemblée élue qui est compétente pour déterminer le budget, pour juger son exécution, pour en débattre, en discuter, fixer des orientations. Eh bien, aujourd'hui, avec la loi NOTRe, on se rend bien compte que toutes les obligations qui s'imposent donc à l'exécutif et donc à l'administration d'apporter une communication, d'apporter une traçabilité de toutes les mesures qu'on prend derrière les rapports de la Chambre, eh bien, c'est de nature à encore améliorer notre expertise, à nous faire grandir et à rentrer dans une logique de bonne pratique. Merci à tous.